Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici. Je veux remercier le professeur Fouad qui m'a invité ici. Et je veux m'excuser tout de suite pour mon français, pour mon mauvais accent français. Mais en fait, ça fait longtemps que je ne parle pas du tout français, mais je voudrais essayer à faire ma présentation dans cette langue pour une question de respect pour vous. On commence avec une petite précisation. Les thermoblations ne sont pas une technique expérimentale, sont utilisées depuis des 20 années, sont normalement utilisées dans la pratique clinique. Et maintenant, nous avons des lignes guides très claires pour la pathologie bénigne et maligne. Un petit peu d'histoire. Nous pouvons trouver les premières publications scientifiques sur les thermoblations à partir de 2004. Et comme vous pouvez voir, les publications sont surtout italiennes. En particulier, il y a le nom de mon maître, mon chef, le professeur Spiezia, qui a présenté ses premiers résultats en 2004 sur la thermoablation laser des nodules thyroïdiens. Ça, c'est la raison pour laquelle, dans les 2015, les Italiens ont commencé à écrire des lignes guides pour essayer de choisir les correctes indications pour traiter les patients avec un goîtier. Et dans les 2017, aussi les Coréens ont commencé à écrire les lignes guides pour ce traitement. Il était très important de choisir les patients. Quand je peux candidater un patient à faire une thermoablation et non à la chirurgie. On commence pour les cytoponctions. On a besoin d'être sûr que les nodules, c'est bénin. Nous avons besoin de faire 2 cytoponctions bénines. Nous avons besoin de savoir si les patients sont euthyroïdiens, hyperthyroïdiens, hypothyroïdiens. Après, bien sûr, on a besoin aussi de faire des autres examens, laryngoscopie, pour voir s'il y a un normal mouvement bilatéral de la corde vocale. Et si on a besoin de compléter notre check préopératoire avec scanner ou scintigraphie. Dans les 2019, année en Europe, les MIT Group, un groupe qui est né comme un groupe italien, maintenant c'est international, Minimally Invasive Treatment Group. C'est un peu différent, parce que si vous avez vu les lignes guides qu'ils ont écrit les Italiens et après les Coréens, ils sont focalisés sur la radiofréquence. À partir de 2019, on commence à parler non des radiofréquences, mais des ablations, des techniques cytoréductives. Comme ça, nous pouvons trouver dans cette publication les indications pour les nodules cystiques, pour les nodules mixtes, pour les nodules autonomous. Et nous pouvons trouver 11 indications et contre-indications pour cette goîtier. À la fin, nous allons les voir dans les détails. En 2020, la European Thyroid Association a publié son ligne guide avec les indications pour les nodules bénins pour les thermoablations. Et était très important que pour poser l'indication à la thermoablation, il était besoin que les patients refusent la chirurgie. Les patients sont obligés à dire « je ne veux pas être opéré ». OK, alors nous pouvons faire la thermoablation. Ça, c'est un point très important parce que en 2023, les choses sont très changées. Les lignes guides que nous avons maintenant, European Thyroid Association, en 2023, ont comparé les résultats de la chirurgie
et de la thermoablation pour les nodules bénins sont les mêmes. Comme ça, nous pouvons proposer à un patient qui a un goîtier la chirurgie ou la thermoablation. Nous ne sommes pas plus obligés à avoir le refus du patient à la chirurgie. La même chose, nous pouvons la dire pour les petits nodules autonomous, jusqu'à 10-12 millilitres. Des plus grandes, on verra, ok? Mais tu peux proposer et après, s'il y a besoin de traiter nouvellement ou avec radioiodine, mais avec moins de dosage. Combine therapy, nous appelons. Un autre très important passage a été des Américains. Jusqu'en 2023, dans les États-Unis, les techniques cytoréductives, sauf laser et alcoolisation, étaient interdites, complètement interdites, parce qu'il a été beaucoup de complications. En 2023, l'American Thyroid Association, ensemble toutes les plus importantes sociétés scientifiques à niveau mondial de chirurgiens, endocrinologistes, radiologistes interventionnels, ont écrit son ligne guide pour comprendre ce qu'est les patients que nous pouvons candider, les patients que nous ne pouvons pas candider et les critères minimaux. Et c'est très important de lire que la première part de cette ligne guide, nous pouvons trouver que les thermoablations for benign nodule is most appropriate for patients with compressive and or cosmetic complaint. C'est ça, c'est une vraie importante révolution parce que jusqu'à 2023, était interdit dans les États-Unis. Comme ça, ils ont essayé de trouver des critères minimaux pour candidater un patient à cette technique. Surtout, on va commencer par la cytologie. Comme nous avons vu, nous avons besoin d'une cytologie qui va confirmer que le nodule, c'est bénin, non malin. Nous avons besoin de 1 ou 2 cytoponctions Bethesda-2. Ça dépend du TIRADS. Si nous avons un TIRADS 3 ou moins, on a besoin de 1 cytoponction. Si on a un nodule plus de 3 TIRADS, on a besoin de 2 cytoponctions. Très importante question. Les patients doivent nous dire qu'il y a un problème avec 10 nodules. Cet nodule a un problème cosmétique de compression parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'indication. Évidemment, l'hyperthyroïdisme, par exemple, pour un nodule autonomous. Un autre important aspect, c'est que les patients doivent comprendre qu'est-ce que nous allons faire. Nous ne voulons pas que les nodules vont disparaître. Nous voulons que les nodules qui commencent comme ça devient comme ça, va réduire en volume ou en vascularisation. Mais c'est très important que les patients comprennent aussi que nous pouvons avoir un bon résultat aussi si les nodules qui commencent comme ça deviennent comme ça, pas complètement ablés. OK? Mais nous avons eu, de toute façon, une réduction du volume. C'est ça, les patients. Avant, après, 1 mois de la thermoablation. Et j'ai dit à cette femme, excusez-moi, je ne suis pas arrivé à traiter tous les nodules. Nous devons faire un autre traitement. Elle m'a répondu, pourquoi? Maintenant, mon coup, c'est normal. C'est fini. Un important point qu'ils ont essayé d'écrire les Américains, c'est que
très important que l'opérateur va évaluer les patients avant de la procédure, très important. Aussi, une semaine, 10 jours avant de la procédure pour confirmer que le nodule ne s'est pas changé, que la situation ne s'est pas changée. Très important d'avoir une normofonction de la thyroïde, faire une laryngoscopie pré-traitement, parce que si nous avons, par exemple, une paralysie cordale préexistante à notre visite, nous pouvons changer d'avis, changer de la chirurgie ou la thermoablation, ou le contraire. Très important de parler avec les malades et expliquer combien de traitements je pense que nous devons faire. Par exemple, un goitier très difficile à blé complètement parce que c'est très grand ou arrive à toucher le thorax. Nous pouvons proposer la technique de l'iceberg, où nous pouvons traiter la portion supérieure et après on attend la réduction volumétrique et après on va traiter la portion inférieure. Très important de dire aux patients que ce ne sont pas des techniques sans complications. C'est possible toujours avoir une complication, surtout une lésion temporanée du nerf laryngéal récurrente. Parce que si pendant la procédure, j'ai qui change la voix du patient, je dois m'arrêter immédiatement. Si j'ai un saignement également, OK. Très important de continuer les follow-up pour un mois, 1, 3, 6, 12 mois. Et une fois par année pour au moins 5 années. Ça, c'est très important. Et aussi, une autre chose très importante, d'évaluer les patientes. Si les patientes sont très anxieuses, c'est difficile qu'elles arrivent à t'aider, peut-être que c'est mieux changer d'avis. Parler de chirurgie et non de traitement ablatif. Quand on a complété les checks préopératoires, on va poser la question. Mais alors, en fait, c'est la même chose qu'ont dit les Coréens, les Italiens et l'État. C'est quoi la vraie révolution? La vraie révolution de cette ligne guide, c'est que les Américains ont commencé à focaliser not l'indication, la formation des opérateurs. C'est qui doit faire cette procédure? Parce que les problèmes que les Américains ont eu l'année passée, que les radiologistes interventistes qui normalement fait le foie a commencé à faire la thyroïde sans être très experte aussi dans l'anatomie du cou. Et ça, c'est important parce que la première chose, c'est qui doit faire cette technique? Otorinolaryngologie, chirurgien de la tête et du cou, radiologiste interventionnel avec une expérience dans l'anatomie du cou, chirurgien comme le professeur Spezia et moi, endocrinologiste. Avoir une bonne expérience de la ultrasonographie du cou, une bonne connaissance de l'imagerie du cou, de la thyroïde en particulier, de la stratification du risque suivant l'état indication ou les HCR-TIRADS, bonne connaissance de l'anatomie du cou, expérience en cytoponction avec un accès in plane sur les petits côtés de la sonde et exercitation avec les fantômes. Les stratifications du risque, c'est toujours les mêmes. EUTIRADS ou HCR-TIRADS, ils sont les mêmes. Tu peux utiliser que tu veux. La chose importante, c'est de comprendre que les nodules, c'est réellement un TIRADS 3. Dans cette image, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a dans les coups. Ils sont 4 centimètres carrés. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas juste la thyroïde, trachéa, ésophago. Non. Il y a les vaisseaux thyroïdiens, la jugulaire intérieure,
l'artère inférieure thyroïdienne, les vagus nerfs, les ganglies cervicales. C'est important de savoir l'existence de cette structure anatomique, parce que sinon, nous allons bouger l'aiguille dans un petit espace, nous pouvons avoir des gros problèmes. La formation, c'est très important de comprendre que c'est important d'avoir une vision complète de l'aiguille. Jamais introduire l'aiguille sur l'un côté de la sonde parce que nous ne pouvons pas visualiser complètement l'aiguille. Ça, c'est mandatoire. Commencer avec la cytopulsion, avec la technique in plane, et après, on commence avec les thermoblations. Thermoblation qu'on peut apprendre aussi avec des écoles de formation, la CIT Academy, par exemple, qui a prévu une bonne connaissance de l'anatomie et surtout les exercitations avec les fantômes. Et une chose très importante, c'est quand vous voulez commencer, jamais commencer tout seul, mais avec quelqu'un à ton côté qui peut t'aider. Une contre-indication absolue, c'est la cytologie indéterminée avec des mutations pour nodules depuis 1,5 cm. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas considérer cette nodule-là bénigne. Elles sont pathologies cancérologiques. Alors, on change d'indication. On va parler de la pathologie maligne. En 2021 et après en 2023, nous avons eu les publications de la ligne guide de l'European Thyroid Association. Nous avons 18 recommandations très fortes. La première, c'est très importante. Si nous voulons candidater un patient avec un traitement thermoablatif pour un cancer, c'est important que l'approche est multimodale. Là, l'indication, ce n'est pas le chirurgien, ce n'est pas l'endocrinologiste, ce n'est pas le radiologiste, c'est tout ensemble avec les malades au centre. Parce que la même chose, nous pouvons la traiter d'une manière multimodale. C'est très important que les patients comprennent qu'il y a besoin d'être suivis pour longtemps, qu'il y a besoin si nous allons voir qu'il y a une recrudescence de la maladie, il peut aller sous chirurgie. Très important que les patients comprennent que c'est une alternative à la surveillance active et que c'est très important que nous pouvons utiliser pour cette maladie toutes les énergies que nous avons, laser, micro-ondes ou radiofréquence. C'est toujours le même résultat. Mais non alcoolisation, non AIFO. Très important, nous pouvons proposer ce traitement aussi pour une question palliative pour les récidives ganglionnaires iodorefractaires. C'est évidemment important d'avoir une cytologie positive avant de traiter les métastases ganglionnaires. Très important aussi pour traiter les métastases du poumon à distance, surtout pour une question de réduire les douleurs du patient. Et après, normalement, il y a des chances qui vont encourager le patient à faire ce traitement. Si les patients sont anciennes, comorbidité, absence de familiarité pour cancer de la thyroïde, mais une chose très importante, c'est que
ça dépend aussi de l'hôpital où tu travailles. Parce que pour faire cette technique dans les cancers, on a besoin de haute expertise. Parce que cette fois, on a besoin que ce cancer, ça devienne comme ça, et après, va disparaître complètement. Maintenant, nous n'avons pas besoin de réduire les volumes. Nous avons besoin de traiter complètement le cancer. La même chose, c'est pour les métastases ganglionnaires, que quelquefois c'est vraiment difficile, parce que dans un coup déjà opéré, avec les adhérences, quelquefois une position très bizarre, nous avons besoin que les nodules, les métastases comme ça devienne comme ça, va disparaître complètement. Pour les Américains, en fait, c'est la même chose. Il y a juste une petite différence. Qu'ils ont proposé pour les microcarcinomes aussi l'alcoolisation et surtout, ça c'est bizarre, tu peux traiter aussi les cancers multifocaux, aussi les cancers jusqu'à 2 cm, aussi s'ils sont très proches à la capsule, mais c'est important que les patients sachent que le meilleur résultat, tu l'as quand c'est unifocal, plus petit que 2 cm, plus distant de 2 mm de la capsule. Mais tu peux proposer une ablation sur un cancer primitif, aussi si le cancer c'est très proche à la trachéa, mais c'est suffisant de faire l'hydrodissection. La même chose, c'est pour les métastases ganglionnaires, mais dans ce cas-là, l'énergie qu'ils l'ont testée sont la radiofréquence et l'alcoolisation. Aussi, c'est normal que pour suivre les malades, nous avons besoin aussi de l'imagerie, mais nous avons besoin aussi de voir les niveaux de thyroglobulines, des anticorps antithyroglobulines après les traitements. Aussi, ici, nous avons des recommandations très importantes, aussi pour les métastases à distance, aussi pour les métastases vertébrales, pour les métastases du poumon, avec une indication palliative, et pour le contrôle du douleur. En définitive, c'est factible la thermoablation des nodules thyroïdiens, oui, mais c'est très important, un haut niveau d'expertise, une claire compréhension du malade, un correct work-up pré-procédural et post-procédural, une approche multimodale pour la maladie bénigne et maligne aussi, et surtout de suivre les lignes guides. Merci à tous.